Bonjour à tous. Donc rappelez-vous, Scheurer-Kestner sait qui est le coupable, mais ne peut pas le dire. Mathieu, très frustré, essaie malgré tout de relancer l'affaire. On en parle évidemment dans la presse tout d'un coup. Voilà que l'affaire Dreyfus est de nouveau à l'ordre du jour. Que sait Kestner? Que ne sait-il pas? Émile Zola prend parti. Enfin, je vais vous dire, Émile Zola, pour l'instant, il connaît pas exactement l'affaire Dreyfus dans le détail. Il sait pas si Dreyfus est coupable ou innocent, mais il s'intéresse comme un romancier. Vous voyez, les personnages intéressent. Ce personnage de Scheurer-Kestner, Tempête sous un crâne, aurait dit Victor Hugo, ça le passionne. Il écrit un article là-dessus. Mais pas plus que ça. Mais en tout cas, on en parle. Et comme on en parle, il y a un certain nombre de gens qui pensent que c'est une bonne occasion pour se faire un petit peu d'argent. Par exemple, l'un des juges militaires, figurez-vous, de Dreyfus de l'époque, a gardé entre ses mains un facsimilé du bordereau. Ce bordereau que même la défense n'a pas pu garder de part devant elle. Alors, que fait-il? Eh bien, il va voir un des journaux proches du milieu militaire, et puis il lui demande s'il est intéressé, si le journal est intéressé à racheter le bordereau. Et évidemment que le journal est intéressé. Et donc, voici que Le Matin, c'est le nom du journal, publie en première page le fameux bordereau. Enfin, le facsimilé, bien sûr, du bordereau. Pour la famille Dreyfus, c'est une aubaine. Parce que pour la première fois, on va pouvoir trouver l'auteur grâce à l'écriture. Et alors, Mathieu Dreyfus fait quelque chose qui aujourd'hui semble évident, enfin facile à faire. À l'époque, c'était pas du tout simple. Il prend donc le texte, il l'agrandit beaucoup, et il le tire en plusieurs exemplaires. Et alors, vous savez, les bouquinistes, ces gens qui vendent des bouquins usagés, comme ça, sur les bords de Seine, les dimanches, eh bien, il va voir, donc, avec ses panneaux, il va devant chaque bouquiniste, il plante un panneau énorme, sur lequel il y a écrit « Reconnaissez-vous cette écriture ?» le grand plan du bordereau, et enfin, en bas, le numéro de téléphone de Mathieu Dreyfus. Si oui, appelez-moi. Ça va pas traîner. Le premier dimanche, se balade un couple, et le bonhomme tombe sur la fiche donc de Mathieu, et tout de suite, il dit à sa femme, mais c'est l'écriture de notre Esterhazy. Ha ha! On va la voir. Alors, pour vous expliquer de quoi il s'agit en fait du banquier de monsieur Esterhazy. Esterhazy, c'est un homme criblé de dettes. Il a une maîtresse qu'il doit entretenir. Il joue au casino. Il n'a jamais assez d'argent. Alors, évidemment, l'écriture d'Esterhazy, le banquier, il connaît que lui. Il a sans arrêt une correspondance avec lui soutenue. Alors, cet argent, quand est-ce que vous payez vos dettes? Oui, ça va venir, je suis sur un coup, etc. Et donc, s'il peut en effet faire un petit peu de tort à ce client qui ne paye jamais, eh bien, il va pas s'en priver. Et c'est la raison pour laquelle il va voir Mathieu Dreyfus et il lui dit « Je connais votre homme, il s'agit de Walter Esterhazy. » Et il est officier à l'armée. Mathieu court voir Scheurer-Kestner, il est déjà très tard ce dimanche soir, et en ouvrant la porte, il dit à Scheurer, essoufflé, « Alors, je connais le nom, dites-moi si c'est vrai. » Et Scheurer-Kestner lui dit « À qui pensez-vous » Et Mathieu dit « Esterhazy, Walter Esterhazy. » Et là, tout d'un coup, Scheurer-Kestner pousse un grand soupir de soulagement et lui dit « Oui, soulagé. Soulagé d'une part que Mathieu ait trouvé le nom, mais soulagé également que c'est pas exactement de sa faute, c'est pas lui qui a été obligé de se dédire de sa promesse. » Et donc, l'affaire repart et Esterhazy aura son procès. Évidemment, les gens de l'armée et du gouvernement s'arrachent les cheveux. Un deuxième procès, ils n'en avaient pas envie, mais la pression de l'opinion, si vous voulez, on est obligé d'ouvrir et de faire le procès d'Esterhazy. Et finalement, comme c'est un procès à nouveau à huis clos et à nouveau jugé par ses pairs militaires, eh bien l'armée arrive à manipuler ou à menacer les juges d'Esterhazy qui finalement, malgré le fait que la ressemblance d'écriture est évidente et qu'Esterhazy a tout le portrait même du traître, eh bien malgré tout, il est innocenté. Dans les locaux de l'Aurore, le journal L'Aurore de Georges Clemenceau est devenu le quartier général, si vous voulez, de ce qu'on peut appeler maintenant les Dreyfusards, c'est-à-dire il y a de plus en plus de gens, de personnalités qui rejoignent le camp de la vérité et de la justice. Alors on a parlé de Péguy tout à l'heure, il y a Anatole France, il y a d'autres également, Bernard Lazare bien sûr sur la première heure, et bien sûr Zola qui depuis a été acquis à la cause grâce à la lecture du bouquin de Bernard Lazare que Lazare a publié, La vérité sur l'affaire Dreyfus. Et ce soir-là, le soir donc du verdict du procès Esterhazy, tout le monde est réuni dans les locaux de l'Aurore et tout le monde attend avec impatience. Et puis finalement, lorsque le verdict tombe, c'est la tête d'enterrement. Il ne croyait pas
ces optimistes naïfs, ils ne croyaient pas que c'est ce qui allait arriver, qu'on allait oser libérer un coupable. Et puis d'un coup, il y en a un qui dit, mais Zola n'est pas là. Et en effet, où est passé Zola? Et à ce moment-là, la porte s'ouvre et c'est Émile Zola qui rentre avec un grand sourire et un papier dans les mains en disant « J'ai écrit un article, écoutez-le ». Et là-dessus, ses amis lui disent « Mais enfin, Zola, c'est plus le moment d'écrire des articles. Dreyfus vient d'être condamné pour la 2e fois, ils ont libéré Esterhazy, vous vous rendez compte ?» Et Zola dit « Ah oui, évidemment, c'était prévisible, je le savais, c'est pour ça que j'étais en train d'écrire. Mais d'ailleurs, je vais vous le lire. Lettre ouverte au président de la République. » Et voilà que Zola lit ce fameux texte qui va faire donc date dans l'histoire du journalisme en général et bien sûr de l'affaire Dreyfus. Et il récapitule en fait toute l'affaire telle que lui la comprend. Et puis il termine par ces fameuses phrases qui sont restées évidemment célèbres et éternelles. J'accuse, j'accuse, j'accuse. Alors il accuse d'abord le Conseil de guerre, le premier, d'avoir utilisé des preuves versées illégalement pendant le délibéré. Il accuse le 2e Conseil de guerre d'avoir libéré sciemment un coupable. Et dans la foulée, il accuse toutes sortes de gens, Dupaty de Clam, il accuse le général Mercier, il accuse les responsables de l'armée, les uns après les autres, de manière nominative. Et il termine en disant, quant à tous ces gens que j'accuse, je ne les connais pas, je n'éprouve pour eux aucune haine, ils ne sont pour moi que des objets de malfaisance sociale, et le cri que je pousse aujourd'hui, qui est un cri révolutionnaire, je le fais au nom de cette humanité qui a trop souffert. Je sais qu'en le faisant, je me place sous le coup de la loi qui punit de prison tous ceux qui oseraient calomnier sans preuve, eh bien, j'attends qu'on me traîne en justice. Et donc, il provoque évidemment les instances parce qu'il pense qu'il n'y a que comme ça que les choses peuvent se faire. À la lecture de ce texte, un grand silence se fait dans la salle de l'Aurore, et puis finalement, c'est Clémenceau qui le premier applaudit. À sa suite, tout le monde applaudit. Et il décide sur place d'abord de lui donner un titre, et cet article, parce que lettre ouverte au président de la République, c'est un peu long, et on va l'appeler J'accuse. Et c'est Clémenceau qui trouve le titre. Et ensuite, eh bien, les rotatives vont travailler toute la nuit, et le lendemain, c'est plus de 300 000 exemplaires de l'Aurore qui vont être vendus, ou même quelquefois donnés, et même affichés sur les murs de Paris. Les Parisiens qui sortent travailler, aucun d'entre eux ne peut échapper à la lecture de J'accuse. Du coup, l'affaire s'emballe à nouveau, et l'affaire qu'on croyait enterrée avec la libération d'Esterhazy devient de plus en plus controversée. L'affaire divise la France et divise même les familles à l'intérieur, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre Dreyfus. Et finalement, on ne peut pas échapper au procès Zola. Zola est accusé donc d'avoir dit des choses, d'avoir calomnié, et il doit se défendre. Mais cette fois-ci, c'est plus à huis clos, et cette fois-ci, c'est plus un procès militaire. Et donc, tout le monde vient comparer, et la vérité a lieu au grand jour. Picard vient, les témoignages, etc., etc. Mais finalement, tout le monde pense que Zola va être innocenté. Malheureusement, l'armée est tellement, et le gouvernement est tellement pris dans ses propres mensonges que, à force de se couvrir et de menaces et de manipulations, les juges ont peur de libérer Zola, et Zola est condamné, et est obligé de faire de la prison ferme. Prison ferme qu'il n'évitera qu'en quittant la France sous les conseils de ses amis. En attendant, l'affaire est tellement violente qu'elle provoque un certain nombre de changements politiques. Il y a un nouveau gouvernement, il y a un ministre qui s'appelle Cavaignac, et qui lui est persuadé que Dreyfus est coupable, bien qu'il reconnaisse qu'il y a eu une illégalité qui a été commise lors du procès. Et donc, à la tribune de l'Assemblée, il prend les documents qu'il pensait des documents réels, alors que ce sont les faux fabriqués par le commandant Henry, et ne sachant pas qu'il s'agit de faux, il les brandit en disant « Voici les preuves que Dreyfus est coupable », et il lit ces documents qui sont des faux documents. Et il termine en disant « Pour vous convaincre, je vais même les publier devant chaque mairie, comme ça chaque citoyen pourra voir de quoi il s'agit. » Évidemment, à nouveau, les partisans d'Esterhazy et les anti-Dreyfusards s'arrachent les cheveux puisqu'ils savent bien qu'il s'agit de faux. Et en effet, Picard accuse et prétend pouvoir démontrer qu'il s'agit de documents fabriqués. Et finalement, Cavaignac est obligé d'interroger Henry pour avoir la vérité. Vous avez la scène, vous avez Henry dans le bureau du ministre
à sa droite Gons, à sa gauche de Boisdeffre, le sous-chef et le chef d'état-major. Et voici que le ministre demande à Henri, je vous pose une question, mais répondez-moi que par oui ou par non, Henri. Oui ou non, avez-vous fabriqué ces documents? Oui ou non, vous avez fait de moi la risée de toute la France. Et Henri commence à bégayer en disant, écoutez, vous savez, il y a une pression à l'époque, il fallait absolument des preuves. Écoutez, Henri, je vous demande de répondre par oui ou par non. Est-ce que ce sont des faux? Est-ce que c'est vous qui les avez fabriqués? Et là, Henri regarde à droite, Gons regarde à gauche de Boisdeffre, qui eux regardent tout droit dans leurs chaussures. Et finalement, Henri dit, oui, en effet, c'est moi qui les ai fabriqués. Eh bien, commandant Henri, je vous arrête. Et là, Henri est jeté en prison. Et le lendemain, dans sa cellule, on le retrouve pendu. Il s'était suicidé. Et apparemment, c'est la thèse en tout cas officielle, il s'était suicidé. Il a laissé un petit mot à sa femme, dans lequel il écrit « Ces salauds, ils m'ont laissé tomber ». Grande fête, évidemment, chez les Dreyfusards, finalement. Est-ce que ce suicide et cet aveu d'Henri, c'est bien donc la preuve que Dreyfus est innocent? Et alors, finalement, on accepte de faire la révision du procès. Dreyfus revient en France, quitte donc l'île du Diable, le procès se fait à nouveau. Et là, on est persuadé, évidemment, qu'il sera réhabilité. Et en fait, pas du tout. Il finit par être condamné, figurez-vous, condamné, mais avec circonstances atténuantes, ce qui veut absolument rien dire quand on est accusé de trahison, parce que ou bien on est traître, ou bien on n'est pas, on n'a pas de circonstances atténuantes. Mais bon, on permet à Dreyfus est donc censé normalement retourner à l'île du Diable. Vous vous rendez compte, après avoir finalement retrouvé sa femme et ses enfants, il devrait donc retourner là-bas, c'est impensable. Mais on lui fait croire, on lui fait dire à Dreyfus que le président est prêt à le gracier si seulement il demande la grâce. Dreyfus n'ose pas parce qu'il sait très bien que son affaire, son cas ne lui appartient plus. Il réunit ses amis et il leur dit je sais que c'est grâce à vous que je suis là, je sais tout ce que je vous dois. Cette affaire est autant la vôtre que la mienne. Je ferai ce que vous me dites de faire. Est-ce que je dois ou pas demander la grâce et reconnaître par là que c'est moi qui ai trahi? Et les Dreyfusards, ceux qui pensent qu'ils ne devraient pas demander la grâce ne disent pas grand-chose, et ceux qui pensent qu'ils pourraient la demander, comme Bernard Lazare lui dit, écoutez, moi à votre place, c'est ce que je ferais. Ils n'en valent pas la peine, restez avec vos enfants. Finalement, donc Dreyfus demande la grâce, l'obtient, et retourne donc avec sa femme Lucie et ses enfants. Mais les Dreyfusards se jurent de ne pas laisser tomber le combat jusqu'à la réhabilitation totale du capitaine Dreyfus. Et c'est en effet ce qui va arriver grâce en partie à Jean Jaurès qui, tardivement, mais de manière forte, s'est joint au camp des Dreyfusards et pour la révision du procès. Et finalement, le procès a lieu. Dreyfus a été réhabilité, sauf que ça se passe en 1906, vous vous rendez compte. Et à ce moment-là, Zola n'est d'ailleurs plus là pour le voir. Ses cendres sont amenées au Panthéon, et l'affaire Dreyfus est terminée. Cette affaire a-t-elle profondément changé et bouleversé le paysage politique ou social français et l'histoire juive en général, l'histoire des Juifs de France en particulier? La première question, sans doute oui, il y a dans cette affaire des choses qui deviennent partie intégrante du patrimoine français, notamment des phénomènes qui n'existaient pas avant, comme l'engagement des intellectuels, les pétitions, la place de la presse, la nouvelle place que prend la presse dans ce genre d'affaires, etc. Au niveau de l'histoire juive, les Juifs de France n'ont pas vraiment changé, j'allais dire les Israélites de France. D'ailleurs, Dreyfus lui-même réintègre l'armée, figurez-vous, et certains diront de lui cette phrase un petit peu cruelle, si Dreyfus n'avait pas été Dreyfus, il aurait été anti-Dreyfusard. Bon, c'est un peu cruel, mais il y a quelque chose de vrai certainement là-dedans. En tout cas, les Juifs français pardonnent à la France cet écart de l'affaire Dreyfus. Lorsque la guerre de 14 éclatera, c'est avec un grand patriotisme que les Juifs de France se mobiliseront pour défendre le pays. Et donc, on ne peut pas dire que ça a vraiment bouleversé les consciences du judaïsme français. Par contre, est-ce que ça a influencé le cours de l'histoire juive en général? Alors là, évidemment, la réponse ne peut être que positive. Souvenez-vous, le jour de la dégradation, se trouvait un journaliste viennois qui s'appelait Theodor Herzl. Et cette affaire Dreyfus, cette dégradation, cette humiliation du capitaine et ces cris dehors de mort aux Juifs vont, jusqu'à la fin de ses jours, le bouleverser. Et à cause de ça, en tout cas,
de manière claire, surtout à cause de ça, Théodore Herzl va écrire, dans la fièvre de l'affaire Dreyfus, va écrire son fameux « L'État juif ». Mais ça, c'est une autre histoire. Les autres.